Je vous ai déjà un peu présenté Mathias Blanc la fois dernière. Il faut dire qu'il est à la base sociologue, qu'il travaille à l'université Lille 3 à l'Institut des recherches historiques du Septentrion et notamment dans l'équipe Sens et culture du visuel. Il essaie de fédérer dans ses recherches les traditions de visual studies, les traditions d'analyse d'images venant d'Allemagne, la Bildwissenschaft et aussi la sociologie de l'art, et il emploie des méthodes qualitatives et quantitatives il fait beaucoup de croisements de méthodes pour arriver à étudier la réception d'œuvres d'art. Moi, je connais surtout ses travaux sur l'étude de la réception d'œuvres d'art en situation muséale. Il nous en dira plus, il nous fera aussi un petit historique de sa formation qui est très variée, très riche. Et moi, on s'était déjà rencontrés à Lille, mais j'étais très impressionnée par des conférences que j'ai vues sur Internet, où il explique la manière dont il se sert des dispositifs numériques pour étudier l'interprétation des œuvres faites par des visiteurs de musées. Et pour étudier ces interprétations, il rend disponible des tablettes aux visiteurs pour qu'ils tracent, pour que via des tracés, ils puissent montrer ce qu'ils voient, ce qui les impressionne, ce qui attire leur regard, etc. Et je trouve que ce sont des dispositifs très utiles pour apprendre comment on peut étudier les visuels par les visuels. Chose dont on a déjà beaucoup discuté lors des précédents heures de cours. Je vous laisse la parole et on sera heureux à la fin de discuter un petit peu avec vous. Vous pouvez parler autant que vous voulez, maximum 1h30, mais comme ça on aura un peu de temps, pour discuter. Très bien, merci beaucoup Maria Julia de votre invitation. Ça me fait très plaisir d'être là, je suis même très honoré. Étant issu a priori d'une tradition disciplinaire différente, la sociologie, indépendamment de cela, nous avons des points communs qui sont très forts et mon travail cherche justement à fédérer, en tout cas, à être en mesure de susciter ce dialogue. Donc je ne doute pas que j'en apprendrai autant de vous, voire plus que ce que je vais être en mesure de vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais vous parler effectivement vous m'entendez bien? Ça va? Oui? Parce que je ne sais pas si ça fonctionne, mais bon, peu importe. Toujours est-il que je vais, avant de vous parler de réception des œuvres, donc des peintures par divers publics, dans différents contextes muséaux, je vais simplement vous expliquer un peu d'où je viens, enfin très rapidement, vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à développer l'approche qui fait l'objet de cette intervention. Alors je vous disais, je suis sociologue de formation, et le problème je dirais d'une certaine manière des sciences sociales, c'est qu'elles ont avant tout comme méthode d'enquête empirique des procédés qui valorisent avant tout un type d'approche. Quand on parle de questionnaire, quand on parle d'entretien, ou si l'on fait des observations, même les observations, on est amené à les retranscrire. Et j'ai été confronté à des situations où les méthodes qui étaient celles que j'avais apprises, auxquelles j'avais été formé, finalement m'empêchaient de saisir ce qui s'est passé. Je vous présente une image, et si je vous demande, vous n'avez aucune information liée au contexte, si je vous demande ce qu'elle évoque pour vous, est-ce que vous avez quelques propositions à me faire? Oui?
des touristes. Extraordinaire. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des touristes? Ouais. Ouais. Je pense aussi, je sais pas, le chapeau de Alors ce qui est extraordinaire, c'est effectivement, lorsque je présente cette image, le registre iconique, d'une certaine manière, qui est exploité, renvoie à celui du tourisme, en fait de la figure du touriste. C'est assez extraordinaire, en général, effectivement, tout le monde parle du touriste. Et, à vrai dire, ce ne sont pas des touristes. Ce sont des personnes qui ont été prises en photo par cet homme-ci. Et j'avais suivi cet homme et ses camarades lors d'une activité bien particulière, puisque je travaillais sur la manière dont des croyants, quel rapport ils entretenaient avec des images qu'ils estimaient sacrées. Donc je travaillais sur la dimension sacrée d'images réalisées par des gens qui ont une pratique religieuse. Et je faisais de la photo-élicitation, c'est-à-dire que je demandais aux gens de me parler des images qu'ils avaient faites. Ils le faisaient là, c'est une séance où nous sommes pas simplement entre nous, il est derrière, hors champ, vous ne les voyez pas, mais sont présents sa femme, son enfant et une amie de la famille, et il expose les photos qu'il vient de prendre le week-end d'avant lors d'un rassemblement religieux. Et il présente ces différentes images, et puis on arrive face à cette image-ci que vous avez vue à l'instant. Et puis, voici ce qu'il me dit. Il me dit la chose suivante, donc c'est une retranscription. Il faut comprendre que sous la deuxième ligne, là où il y a marqué PPPPP, ce sont les traces, en fait, ce sont les mouvements qu'il effectue avec sa souris sur l'écran. Et il me dit la chose suivante, j'aime bien quand les gens ils sont, et puis il me montre quelque chose avec sa souris. Ça dure moins d'une seconde, ce qui est très long dans une situation d'interaction. Et sa femme dit recueilli un. Et Paul réagit en disant ouais. Donc il confirme effectivement, c'est du recueillement. D'accord. Puis ça continue. Passe un certain temps et renchérit, il dit celle-là elle me plaît. Puis vous voyez, 1 seconde 49, c'est vraiment très long. Je l'ai trouvé, et là 3 secondes 41, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. Cette image, pour lui, elle est particulièrement sacrée. Elle renvoie vraiment à ces domaines-là, mais il n'arrive pas à l'exprimer verbalement. Et moi, je lui demande au bout de 3 secondes 41, je lui dis est-ce que c'est le recueillement? Et il me répond oui. Et il passe à l'image suivante. Et on est dans des situations comme ça où les personnes finalement n'arrivent pas à exprimer verbalement ce qu'ils ressentent et la signification qu'ils attribuent à ce qu'ils voient. Donc je me disais, bon là on a quand même un gros problème et j'étais vraiment obligé de forcer et finalement... Mais par contre, j'avais enregistré ce qu'il avait fait et donc j'ai pu recomposer les mouvements de la souris. Et je me suis dit, mais ce serait extraordinaire si je pouvais disposer d'un outil qui renvoie à ces traces, à ces désignations-là qui ont été effectuées au cours de l'interaction. Donc il faudrait que j'ai un outil où je propose, sinon je puisse récupérer une trace de ces désignations-là. Il se trouve que bon, j'ai aussi une formation pluridisciplinaire et lors de mes postdocs en Allemagne, vous savez qu'en Allemagne vous avez tout un domaine d'études qui s'appelle la science de l'image, Bildwissenschaft, ou les sciences de l'image, ça dépend comment on perçoit l'objet, auquel il s'attache. Toujours est-il qu'il y a des liens entre la sociologie et cette science de l'image. Cette science de l'image a un certain nombre de figures tutélaires, parmi lesquelles Aby Warburg, dont vous avez certainement entendu parler, mais également un historien de l'art beaucoup plus proche de nous, même si il est décédé il y a 30 ans, qui était Maxime Dahl. Et Maxime Dahl est quelqu'un, alors on s'inscrit dans les courants post-structuralistes, où effectivement il fait partie de ces détracteurs un peu de Panofsky, d'Erwin Panofsky, et il va proposer une lecture, en fait une approche théorique qu'il va appeler l'iconique. Et l'iconique met en avant un élément qui est très important, c'est-à-dire qu'il commence par s'intéresser
à l'acte du regard en se focalisant sur un certain nombre d'éléments qu'il va révéler en utilisant le tracé. Ces éléments, ce sont des éléments de forme, de couleur, de dynamique interne à l'image. Et voilà, c'est une œuvre qui est extrêmement riche. Je peux vous conseiller d'ailleurs, vous avez dans une revue en ligne, elle est aussi en ligne, ça s'appelle Regard croisé, qui est une revue d'historiens de l'art, franco-allemande. Un numéro qui est paru l'an passé sur Maxime Dahl, et c'est un des seuls numéros qui présente l'œuvre de ce chercheur qui est très peu connu, en tout cas en France, parce que très peu traduit. Toujours est-il que, bon, la question était la suivante, finalement, pourquoi se demander à un public de nous dire ce qu'il voit, alors qu'on pourrait commencer d'abord par lui demander de nous le montrer. D'où Iconicat. Et il se trouve que, entre l'idée et sa réalisation, il faut un certain nombre d'éléments. Il y a une des choses qui a rendu possible la réalisation et la mise en place de cette méthodologie, ça a été mon intégration à Lille au sein d'une plateforme qui mettait à disposition différents moyens, on dit, donc à la fois de l'équipement, mais également la possibilité de travailler avec des collègues de formation diverses. Et j'ai particulièrement travaillé avec des collègues informaticiens, et nous avons travaillé ensemble de manière à créer trois approches en fait, qui valorisent différentes dimensions de l'image, notamment sa plasticité. Ce sont des outils d'annotation, et je vais vous parler de l'un d'entre eux, qui est donc ce fameux Iconicat, qui est de l'annotation par le tracé. Alors, plutôt que de vous présenter d'emblée des résultats, pour vous montrer que, voilà, au départ, on a un constat lié à des apories, en fait. Et puis ensuite, il y a une mise en œuvre, mais cette mise en œuvre, elle va être semée d'embûches. Et je vais vous présenter ces différentes étapes très rapidement. Voici la première version d'Iconicat. Lorsque on travaille avec différents collègues de disciplines diverses, nous n'avons pas tous les mêmes manières, en fait, de faire évaluer nos travaux. Et notre action va être amenée à être légitimée différemment. Mes collègues informaticiens avaient besoin de ce qu'on appelle la preuve du concept. C'est-à-dire, avant de commencer d'aller plus loin dans le développement de l'outil, on avait besoin de montrer que le fait d'utiliser un outil d'annotation par le tracé, ça apportait quelque chose. Alors, vous voyez, à ce niveau-là, vous voyez qu'en termes d'ergonomie, on est face à quelque chose de très dépouillé, même si c'est extrêmement riche en informations. Dépouillé, enfin, je dis dépouillé, mais c'est pas du tout le terme. Il y a une iconographie qui renvoie énormément à celle d'Internet à la fin des années 90, avec des grosses icônes. Et puis, énormément de choses. Voilà. Finalement, lorsqu'on demande aux gens de tracer, ils comprennent bien qu'ils peuvent tracer avec le doigt, mais ils ont énormément d'éléments sur la gauche qui viennent les perturber. Et notamment, il y a un souci, savoir qu'ils doivent valider après chaque réalisation d'un tracé. Or, lorsque vous désignez quelque chose en situation d'interaction, vous n'avez pas sur votre droite le petit bouton « Valider ». Donc déjà, on savait très bien que cet aspect-là était amené à être revu, mais on avait un premier outil qui nous permettait déjà d'essayer de voir si on pouvait montrer et obtenir cette fameuse preuve du concept. Et donc j'ai demandé à des enfants d'une classe de CM2, et bien entendu à l'enseignant, mais également à ses collègues enseignants, de faire un petit exercice. Alors, je leur demandais de me montrer ce qui attirait leur regard. Et voici ce que me montraient les enfants. Donc en rouge, c'est l'élément qui ressort le plus. Les éléments, donc vous voyez bien, le pot avec ses mains qui maintiennent le pot, et ce lait qui est donc versé dans cette autre pot
sur la table. Puis vous avez deux éléments qui intriguent. Voici ce que montraient les enseignants, donc adultes, entre eux. Eux se focalisaient avant tout sur la laitière. Le pot apparaissait, mais il n'était pas aussi important que pour les enfants. Et je leur avais demandé, ensuite je les ai réunis, et je leur ai demandé si je vous dis, enfin je leur ai dit, si je vous dis la laitière verse du lait dans un pot, est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé-là? Ils étaient tous bien entendu d'accord. Par contre, la manière dont ils organisaient les éléments qu'ils désignaient n'étaient pas les mêmes. Autant les enfants se focalisaient sur l'action, ils se focalisaient sur l'action donc avec cette laitière qui verse du lait. Ce qui est intéressant, c'est que cette action-là, elle renvoie également à des publicités qui sont très présentes en France, où la laitière de Vermeer est utilisée pour faire des yaourts. Alors que les adultes, au contraire, eux, se focalisaient sur le sujet de l'action, cette fameuse laitière, et renvoyaient davantage au titre de l'œuvre. Donc là, j'avais des éléments qui me permettaient d'avancer, même si bien entendu c'est un cadre très restreint et circonscrit. En tout cas, ça nous a permis d'aller un peu plus loin et d'arriver à retravailler l'ergonomie d'Iconicat. Et voici de nos jours à quoi ça ressemble. Donc vous avez en fait une tablette sur laquelle va s'afficher une reproduction de l'image qui vous fait face. Et vous pouvez tracer dessus. Et vous avez des icônes sur la droite qui servent simplement à permettre aux utilisateurs d'effacer ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on leur explique par ce biais-là que chaque tracé correspond à un calque, et donc ils peuvent supprimer le calque en allant sur la droite et en sélectionnant le calque qui ne leur convient pas. Avant d'arriver là, donc, il a fallu faire un certain nombre de tests, bien entendu, de manière à se rapprocher plus d'un geste qui semblait naturel, un geste de désignation. Et vous voyez que ce stade passé, nous arrivons au musée. Et au musée, la première chose auquel nous sommes confrontés, c'est bien entendu, c'est de proposer aux visiteurs d'utiliser l'application, le dispositif, mais sans pour autant les forcer à le faire. Donc nous les attendons dans les salles et puis nous leur demandons s'ils souhaitent participer à notre étude ou pas. Et vous avez une personne qui est là et qui expose très rapidement aux visiteurs comment se saisir de l'outil, c'est-à-dire comment tracer. Ils se rendent compte que très rapidement, ça dure moins d'une minute, ils arrivent très bien à tracer, puisqu'on leur demande sur un fond vert, où ne figurant pour l'instant à ce stade-là aucune œuvre, de tracer ce qu'ils veulent, donc de manière à ce qu'ils puissent comprendre qu'ils peuvent faire n'importe quel type de tracé, des cercles, des ronds, des carrés, ce qu'ils veulent, des zigzags, des lignes brisées, des lignes courtes, des points. Ce qui nous permet ensuite d'arriver face aux œuvres. Et face aux œuvres, alors, nous leur posons deux questions. Et la première question peut paraître bizarre, parce que même les deux questions sont redondantes, mais elles ne le sont pas tant que ça, parce que, comme je vous l'ai expliqué, je travaille sur une plateforme avec des collègues qui sont issus de différentes disciplines. Déjà, à l'époque, on avait l'idée de faire des comparaisons entre les méthodologies exploitées par mes collègues psychologues et puis ce que je faisais là. Et la première question, montrez ce qui attire votre regard en premier, était une question qui nous permettait très rapidement de faire une comparaison entre ce qu'ils font avec ce qu'on appelle les oculomètres, je vais vous en parler, puisque je proposais là. La deuxième question, montrer ce qui nous marque dans cette peinture. En fait, c'est en général les gens d'eux-mêmes. Suite à la première question, on n'a pas besoin de leur poser la deuxième, puisqu'ils continuent à tracer. Ce qui va m'intéresser là, c'est surtout la manière dont ils vont organiser leur tracé. Donc, vous voyez que j'ai un retour qui me permet de voir que là, vous avez 4 visiteurs, et puis en dessous, en colonne, donc en ligne les visiteurs, et puis en colonne, les tracés qui ont été faits dans l'ordre dans lequel ils ont été réalisés. Donc ici, vous avez la première colonne sur votre gauche correspond à la première question. Si jamais la deuxième question a été posée,
C'est à partir de la deuxième colonne que tout se joue. Alors, le problème d'un geste de désignation corporelle, sans parole, c'est que, je dirais, si je peux me permettre, le sujet et le prédicat sont liés. On arrive très bien à identifier le sujet, par contre le prédicat, c'est plus compliqué. Et il se trouve que les personnes sont en situation où ils réalisent en fait ce tracé d'annotation à plusieurs. Et très rapidement, sans qu'on ait besoin de leur demander quoi que ce soit, ils vont commencer à s'exprimer entre eux sur ce qu'ils ont fait. Et ces verbalisations, qui arrivent dans un second temps, sont essentielles. Elles vont nous permettre de mieux comprendre la portée du tracé. Ces éléments-là sont notés en fait par la personne qui a présenté le dispositif au départ, et ils vont remplir en fait des carnets de terrain qui vont nous permettre de faire le lien entre les tracés et puis l'expression verbale des visiteurs par rapport aux tracés qu'ils ont réalisés. Donc ça nous permet, je vais vous expliquer ce que ça nous permet. À la fin de la visite, on a également un questionnaire. Un questionnaire, on va retrouver les variables sociographiques propres à toute enquête sociologique quantitative, donc l'âge, le sexe, la formation, la provenance, etc. Là, les goûts, en l'occurrence, s'ils ont apprécié ou pas telle ou telle œuvre. Et puis on arrive donc, à la fin de l'étude, à avoir un certain nombre de données. Alors, avant de vous parler de la distinction que j'effectue entre le qualitatif et le quantitatif, je vais vous montrer deux types de tracés. Ça, c'est un tracé qui représente 80% des types de tracés. Ce sont des tracés où les gens vont détourer. Donc, on est face à des œuvres figuratives et vont détourer soit des objets, soit des personnages. Puis là, vous avez un tracé d'une personne qui s'est présentée comme experte. Vous voyez que là, vous avez un tracé où la personne cherche davantage, explore de manière à révéler soit des lignes de force, soit des jeux de contraste au sein de l'image. Donc on a différents types de tracés. On a différents types de tracés, et le tracé en lui-même ne veut pas dire grand-chose. Donc on a besoin de croiser énormément d'informations pour essayer de comprendre finalement ce que les gens expriment par le tracé. Et un des éléments dont je me suis très rapidement rendu compte, c'est que autant les jeunes publics se servent du tracé pour explorer l'œuvre, c'est-à-dire qu'ils vont tracer énormément. Ils vont faire une vingtaine de tracés successifs, puis les effacer, puis revenir. Autant les personnes plus âgées vont prendre davantage de temps, et lorsqu'elles tracent, c'est qu'elles ont déjà identifié un motif et qu'elles lui attribuent une certaine signification. Donc ce n'est pas le même type de tracé. Et là, la dimension temporelle est extrêmement importante. Donc on peut déjà distinguer les différents types de tracés en fonction de l'intervalle qui les sépare. Deuxième aspect, également en fonction de leur organisation, de leur séquentialité. Ma question en soi, elle amène déjà une forme de séquentialité, puisque la question oriente le type de tracé, mais ensuite les différents tracés, la manière dont ils vont s'organiser, va constituer également un type d'énoncé. C'est ça que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a, à travers l'organisation des tracés, différentes manières d'identifier ce qui est proposé. Alors la première démarche consiste justement à effectuer une typification. Donc là on est vraiment dans la démarche qualitative, on va essayer de typifier les tracés en fonction des différentes informations que nous relevons à partir, et là j'utilise des interfaces de visualisation qui ont été créées à dessein, façon, donc ça pose aussi des questions sur la manière dont ces interfaces de visualisation vont organiser mon interprétation, mon analyse. J'essaie de les penser de la manière suivante. Je voulais, comme je vous disais, pouvoir comparer un certain nombre de visites, les séparer, voir comment
dans le temps, donc ici vous avez un curseur qui se déplace, et vous allez voir l'ensemble des tracés s'organiser. Donc j'ai une séquentialité des tracés qui apparaît, j'ai des informations sur la durée, j'ai un certain nombre d'informations, et je vais avoir des informations, quand je clique dessus, sur les verbalisations qui ont été effectuées par les visiteurs. Tout ça me permet de proposer une typification. Donc ça c'est un type de visualisation, ça je me sers également de ces éléments-là, ce sont des cartes de chaleur. On va juxtaposer l'ensemble des tracés. Ça me donne une information très rapide mais qui nécessite d'être sérieusement ensuite approfondie. Toujours est-il que voilà, ça me permet d'aboutir à ceci. Donc ça c'est une typification d'un certain nombre de tracés que j'ai identifié. J'avais fait ça sur les 20 premières visites. Donc j'ai identifié ces éléments-là et je suis en mesure de leur attribuer une signification, une diverse signification selon les types de visiteurs. C'est une démarche vraiment qualitative. Par contre, ça c'est fait sur 20 visites. On avait énormément de données, donc on ne pouvait pas se permettre de procéder de la sorte sur l'ensemble des données. On a au total 183 visites, et pour donner un ordre de grandeur, on a plus de 33 000 tracés. Donc il fallait qu'on trouve un moyen quand même d'essayer d'explorer ces éléments-là, sans leur faire dire non plus, sans surinterpréter, en tout cas en faisant très attention, même si, bien entendu, tout ça est discutable. Alors, lorsque l'on fait appel à des traitements algorithmiques, on se situe face à des données importantes de ce type-là. On a deux types d'approches. On a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé, votre algorithme, vous allez dire concrètement à votre logiciel, vous écrivez des lignes de code qui vont en fait, par exemple là dans ce cas-là, quelle est la distance qui existe entre les tracés qui sont présents de vos données d'une grille de référence. Les typifications que vous avez vues là, c'est ma grille de référence. Et je vais dire à l'algorithme de prendre l'ensemble des tracés et il va calculer, donc il va faire un calcul de distance entre toutes les coordonnées des tracés et puis celle-ci. Ce qui va me permettre d'aboutir à une classification. Donc je vais voir que certains tracés semblent renvoyer davantage à telle classe. Ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Cet apprentissage supervisé nous permettait d'obtenir, à partir des typifications réalisées de manière qualitative, 80% des classements. Il en restait 20%. Et pour essayer de 20% de tracés qu'on n'arrive pas du tout à faire entrer dans la classification, c'est quand même très embêtant. Et donc, bien entendu, on peut revenir et effectuer ce travail qualitatif, mais qui prend énormément de temps, ou alors on peut essayer de faire de l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, c'est l'algorithme qui va calculer lui-même les distances entre les différents tracés, proposer des classes, et puis réajuster tout ça, donc de manière itérative, de manière à obtenir une classification qui lui semble, qui paraisse la plus robuste, c'est-à-dire qui accepte un maximum de tracés. Donc on a fait un peu les deux, pour essayer de voir les différences. Et donc en fait ici vous avez des représentations, vous avez des classes qui n'apparaissaient pas dans ce que j'avais fait moi, et qui ont été rajoutées suite à ce deuxième type d'apprentissage. Ces éléments-là, je vous l'ai dit, ensuite ils me permettaient de faire un traitement où, comme je vous disais, j'avais utilisé des questionnaires. Donc j'avais des informations concernant l'âge, concernant le sexe affiché par les visiteurs, leur formation, leur provenance, et d'autres informations sur leur pratique muséale. Ce qui me permet ensuite de mettre en correspondance et de voir s'il y a un lien entre, je dirais, un certain nombre de caractéristiques sociographiques et
des éléments, des motifs mis en avant par les visiteurs. C'est faire la mise en correspondance de manière très classique en sociologie, avec tous les biais que cela impose aussi, puisque, bien entendu, lorsque vous faites une analyse statistique, vous ne présentez que des tendances, donc ce sont des tendances. Monter en généralité est très problématique aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Je vais vous montrer pourquoi, à partir d'un exemple très concret, qui est celui d'une étude. Alors, je vais vous présenter différents travaux. Les premiers concernent donc une analyse, une étude de réception des œuvres par les publics qui a été effectuée au Louvre-Lens de mars à juin 2017 sur les frères Le Nain. Donc les frères Le Nain sont des peintres du XVIIe siècle qui ont une particularité, en tout cas ils sont connus comme étant les premiers peintres français donc, du XVIIe à avoir peint ce qu'on appelle des scènes de genre paysannes. Donc les scènes de genre, ce sont des scènes qui représentent des aspects de la vie quotidienne, et là en l'occurrence des intérieurs paysans. Bien entendu, ils n'ont pas fait que des scènes de genre paysannes, ils ont également peint des motifs religieux, des motifs historiques, mais les scènes de genre paysannes sont particulièrement marquées et renvoient à une patte qui caractérise les frères Le Nain. Il se trouve que voilà, cette exposition faisait suite à une précédente qui avait eu lieu près de 40 ans plus tôt. Donc on ne voit pas non plus très régulièrement une telle rétrospective des frères Le Nain. Et là, c'était l'occasion pour les historiens de l'art de faire un peu le point sur l'état des savoirs par rapport à ces œuvres. Et donc dans la manière dont ils ont construit la muséographie, donc la présentation et l'organisation de la présentation des œuvres, ils l'ont faite par rapport à des problématiques qui leur paraissent étant renvoyant à l'état de l'art, l'état de la connaissance sur ces frères Le Nain. Et ils m'ont demandé finalement de voir, d'une part, si les visiteurs cernaient, comprenaient cette muséographie-là, et puis d'une manière plus générale, finalement, qu'est-ce que les visiteurs voyaient, regardaient, surtout interprétaient face à ces œuvres. Alors, rapidement, vous aviez 70 œuvres dans l'exposition, on ne l'a pas fait sur les 70, nous l'avons fait sur 7 œuvres. Et 7 œuvres, elles ont été choisies comment? Donc le corpus, il a été constitué en discussion avec les commissaires d'exposition. C'est-à-dire que j'avais demandé aux commissaires d'exposition de choisir 7 œuvres. Alors, ça aurait pu être 8, mais là, il se trouve que dans le découpage, ça nous faisait 7 œuvres, qui, selon eux, étaient emblématiques du propos qui était le leur. Donc, c'est pour ça que vous avez ces 7 œuvres qui, les scènes de genre paysannes, vous les reconnaissez au début sur votre droite. Puis ensuite, une œuvre qui est très connue, qui fait que les Le Nain ne sont pas perdus, ne sont pas tombés dans l'oubli au XIXe siècle, qui est la Forge, parce que c'était une œuvre qui était accrochée au Louvre, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe. Une troisième qui est une œuvre du frère aîné, ce sont 3 frères. Une quatrième qui renvoie à une problématique que je vais vous enseigner, puis que je vais vous exposer, et puis on terminait par une dernière œuvre qui était jusque-là attribuée aux frères Le Nain, mais qui ne l'est plus. Alors vous voyez, voilà, bon, les visiteurs sont face aux œuvres. Concrètement, ils se servent des tablettes vraiment comme un support d'annotation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas zoomer. Vous ne pouvez pas vous servir de la tablette pour zoomer, la tablette sert vraiment à tracer sur une reproduction numérique des sessions. Et vous êtes face aux œuvres. Ce qui fait que quand vous ne pouvez pas zoomer, vous êtes obligé de regarder l'œuvre. Parce que le problème auquel très rapidement les différents, que ce soit les médiateurs ou les conservateurs, ce qui les inquiétait beaucoup, c'était que les visiteurs ne puissent finalement plus regarder les œuvres, mais se concentrent de la tablette. Je les ai tout de suite rassurés, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, on a pensé à cela. Donc bien entendu, il va y avoir un effet de la tablette, mais ceci étant, ils ne pourront pas explorer, ils ne pourront pas zoomer sur la tablette de manière à ce qu'ils continuent à regarder les œuvres.
Et on a pu observer effectivement qu'en situation, ça fonctionnait. C'est-à-dire que les gens continuent à regarder. Voilà, donc là, quelques éléments. Donc on avait cette œuvre, 183 visites, voilà, c'est les chiffres qui sont... Et qui fait qu'on avait besoin, moi en tout cas dans ma démarche, j'estimais nécessaire de combiner les deux approches. Je ne pouvais pas faire que du quantitatif parce que j'étais incapable de qualifier mes tracés au préalable. L'algorithme m'aurait proposé une classification, mais je n'aurais été incapable vraiment de m'en saisir. Et en même temps, le quanti me permettait d'aller plus loin que mon approche qualitative et de cerner davantage de situations de visite. Donc j'avais besoin de combiner les deux, c'est pour ça qu'on arrive à ce schéma. Alors, une question qui m'est très régulièrement posée, dire mais finalement vous faites c'est de l'équivalent de l'eye tracking, de l'oculométrie. Et je vais vous montrer que ce n'est pas l'équivalent. C'est complémentaire, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, pourquoi? L'oculométrie, le principe de l'oculométrie consiste à mettre en relation l'orientation de la pupille et votre champ de vision. C'est-à-dire, c'est de voir s'il y a ce qui, pour moi, va un peu trop loin dans certaines interprétations, c'est considérer qu'il y a une homologie entre l'orientation de la pupille et le sens que vous attribuez à ce que vous voyez. On a tous fait l'expérience de regarder un endroit, de penser à autre chose. Vous pouvez me regarder ici, penser à ce que vous allez faire après, ce que vous avez fait avant, peu importe. Le problème pour moi de l'oculométrie, déjà rien que là, nécessite justement de bien comprendre dans quel contexte on l'exploite et ce qu'on peut lui faire dire. Et j'avais proposé à mes collègues de faire l'oculométrie sur les œuvres. Donc on a combiné à la fois des relevés oculométriques et des relevés issus des tracés d'annotation. Et alors, le premier résultat, alors j'avais demandé à des collègues lillois de le faire in situ au musée, et puis à des collègues autrichiens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, de le faire, eux ils l'ont fait à distance, donc c'est dans un autre contexte, puisque c'était un contexte de laboratoire. Ils n'étaient pas face aux œuvres, donc ils avaient une reproduction des œuvres qui étaient soumises aux personnes qui ont utilisé leur dispositif. La taille des œuvres était respectée, bien entendu la matérialité ne l'était pas. Et puis on n'était bien entendu pas dans un contexte muséal avec une incidence de la muséographie sur la perception qui n'était absolument pas interrogeable. Ceci étant, dans les deux cas, ce qui est intéressant, ce qui semblerait, dans les relevés oculométriques, que les visiteurs ne regardent pas, ne s'attardent pas sur les regards frontaux, les regards des personnages qui sont orientés vers le spectateur. Or, c'est une thèse qui est très importante en histoire de l'art, à savoir qu'il y a une prédominance du regard frontal dans la perception. Or là, ils me disent, c'est incroyable parce que face à ces œuvres-là, finalement, on a l'impression que les gens passent autour, mais ne s'attardent pas sur ces regards frontaux. Et ça renvoie à d'autres écrits, notamment d'un historien de l'art qui s'appelle Alois Riegel. Il me disait que voilà, la thèse de la structure interne de l'œuvre, la structure externe, est mise à mal avec les relevés oculométriques. Je disais, mais en fait, je ne comprends pas bien parce que moi, lorsque j'observe ce que les gens mettent en avant, ce sont bien les regards frontaux qui sont mis en avant. Et ce sont même les regards frontaux qui commencent par être mis en avant. Là, vous voyez sur cette œuvre-ci, les oculométriques, apparemment, ne donnent pas d'impression, ne donnent pas d'éléments d'information qui nous permettent de dire que la fixation sur le regard frontal de la dame âgée est importante. Alors que dans le tracé, c'est le cas. Du coup, si on combine les deux informations, on peut se poser la question de stratégie d'évitement. Est-ce que finalement, les personnes ne fixent pas ces éléments-là, mais leur attribuent une signification particulièrement forte? Ce qui pourrait d'ailleurs être intéressant, parce que en termes anthropologiques, finalement, on ne sait pas du tout comment regarder les peintres et les marchands au XVIIe siècle.
Et puis on ne sait pas non plus, si on proposait à des personnes issues d'autres cultures de regarder ces œuvres, qu'est-ce qui se passerait? Toujours est-il que là, on a une information qui a priori contredit les relevés oculométriques, mais si on les combine, on voit très bien qu'on n'arrive pas, on ne traite pas les mêmes, on ne se situe pas au même niveau, et si on les combine, on peut avoir des pistes, en tout cas émettre des hypothèses concernant certaines stratégies d'évitement face aux œuvres qui peuvent être intéressantes. Alors, je vais vous montrer des résultats cette fois-ci où, selon différents axes, le premier renverra à une demande qui m'était faite de la part des commissaires d'exposition qui cherchaient d'une certaine manière à évaluer la portée de leur muséographie. Et ils me demandaient finalement est-ce que les visiteurs ont perçu l'importance de cette question de l'attribution. L'exposition s'intitule « Le mystère Lenain ». Le mystère Lenain, mystère pourquoi? Parce que vous aviez 3 frères et on ne sait pas lequel des trois frères a peint exactement quoi. C'est-à-dire qu'à la fois au sein d'une œuvre, lequel des 3 frères, quel geste peut être attribué à tel ou tel frère, et même d'une manière entre les œuvres, finalement, laquelle est davantage le fait de tel ou tel frère. Donc la question de l'attribution, finalement, elle reste en suspens, et les commissaires faisaient une proposition à travers l'exposition, qui était d'attribuer les œuvres aux 3 frères selon un certain nombre de critères. Et ils se posaient la question de savoir si finalement les visiteurs comprenaient cela. Alors, je vais vous montrer ce que les visiteurs que j'appelle profanes. Donc, les profanes, ce sont des personnes qui n'ont pas d'éducation en histoire de l'art particulière, qui n'ont pas d'éducation artistique et qui ne se présentent pas comme telles. Donc, informations qui sont extraites des questionnaires. Ça représente 80% de la population qui a été enquêtée. Ce qu'on observe, et là vous avez une représentation, alors en termes de visualisation de données, on a encore beaucoup de travail à faire, mais pour réfléchir à une meilleure manière de présenter les choses. Donc ça c'était l'état qui était celui d'il y a quelques mois. J'avais présenté les choses de la manière suivante. Vous avez donc du rouge foncé au bleu les classes qui apparaissent le plus fréquemment et l'ordre dans lequel elles apparaissent. Je me suis arrêté à 30%. En dessous de 30% d'apparition, je le mettais de côté. C'est discutable, hein, les seuils sont entièrement discutables. Toujours est-il que dans 80% des cas, on obtient l'enchaînement suivant 1, 2, 3. Ensuite, 4, 5, ce sont des enchaînements qu'on va obtenir dans 40% des cas. 1, 2, 3, 4, 5, c'est beaucoup moins important. Toujours est-il qu'on a, si vous voulez, une séquentialité, une manière d'organiser ces tracés, où je vois que l'arrière-plan, ça c'est face à la première œuvre, il est secondaire, il arrive plus tard, la focalisation sur l'arrière-plan. Puis on avance déjà face à la deuxième œuvre, et l'arrière-plan commence à intriguer assez vite. C'est quelque chose qu'on va... Là aussi, bon, les personnages centraux, puis l'arrière-plan, puis c'est quelque chose, en fait, si on passe les œuvres, je vais assez vite, très rapidement, plus on avance dans l'exposition, plus les visiteurs vont mettre en avant des éléments à l'arrière-plan. Et ça va culminer à la fin, enfin, où ça devient l'élément qui ressort et qui est fondamental pour eux. Et ce qui mettait en avant, ce n'était pas une question de mystère de l'attribution, c'était davantage le mystère du sujet. On voit que les personnes qui ont été mises en situation, on leur parle du mystère en début d'exposition avec des panneaux explicatifs, plus ils avancent dans l'exposition, plus ils restent dans un cadre où ils vont chercher le mystère.
Et le mystère, ils ne le trouvent pas en termes d'attribution, ils vont le trouver en termes de sujet. Finalement, ce que veulent montrer les peintres, c'est pas quelque chose qui se situe à l'arrière-plan. Ça, c'est quelque chose qui ressort en fait de cette exposition. On a demandé à des groupes de le faire dans le sens inverse. Là, on avait beaucoup moins de personnes, puisqu'on l'a fait avec 600 personnes dans ce sens-là et 100 personnes dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on n'observe pas ce phénomène-là. Il n'y a pas de focalisation sur l'arrière-plan. Avec des personnes qui n'ont pas au préalable bénéficié, en tout cas qui n'ont pas eu connaissance des panneaux introductifs où le cadre du mystère est posé, ne se focalisent pas sur l'arrière-plan au cours de l'exposition. Donc là, on a un effet de la muséographie qui n'est pas forcément celui qui était attendu par les visiteurs, mais par contre, on voit qu'on a un regard qui, au fur et à mesure de son avancée dans l'exposition, va se focaliser sur certains détails plutôt que sur d'autres. Donc on a une forme d'éducation du regard qui s'effectue, mais pas forcément dans le sens qui était envisagé, mais en tout cas, il y a quelque chose. L'autre élément qui apparaissait était celui, finalement, des savoirs qui sont mobilisés par les visiteurs. Face à la quatrième œuvre, qui, pour les commissaires, est emblématique de leur approche, la réunion musicale du frère aîné, donc Antoine Le Nain, les visiteurs sont face à un gros problème. C'est qu'ils ne comprennent pas ce titre. Ils ne comprennent pas ce titre. La majeure partie se focalise très rapidement sur la dame à l'arrière-plan. Le musicien est vraiment secondaire. Et puis quand on affine un peu les choses, on se rend compte qu'on a un type de visiteurs, et il est très particulier ce public-là, puisque ce sont des publics qui visitent en couple, qui sont qualifiés de seniors, donc qui ont plus de 65 ans en couple, et des jeunes filles avec leur mère, qui nous proposent cette lecture-là. Et je la voyais apparaître, mais je ne la comprenais pas entièrement. Et lorsque donc j'ai demandé aux personnes qui accompagnaient les visiteurs, dès qu'ils voyaient un groupe faire ça, de leur demander ensuite quelle signification ils attribuaient à ce qu'ils étaient en train de faire. Et en fait, ce qu'ils nous présentaient, c'est une fiancée. Une fiancée avec son fiancé, la fiancée avec son père, et le musicien qui vient agrémenter la scène. Donc pour eux, c'était une scène soit de noces, soit de fiançailles. Alors en discutant, on avait fait il y avait un colloque qui a été organisé avec des spécialistes des frères Le Nain. Et donc on parlait des intitulés, et puis il était beaucoup question d'interprétation, et d'interprétation experte. Et en arrivant face à cette œuvre, mais finalement, est-ce que ça ne pourrait pas être autre chose aussi? C'était d'ailleurs une interprétation qui était déjà envisagée par un autre historien de l'art, mais qui n'avait pas du tout fait l'objet vraiment d'une écriture, parce que le savoir d'historien de l'art passe énormément par l'écrit. Ce n'était pas quelque chose qui était identifié comme tel. Mais finalement, nous n'avons aucune information sur les titres, puisque à l'époque les Le Nain ne donnaient pas de titres forcément à leurs œuvres. Ce sont des titres qui ont été donnés au XIXe siècle par des conservateurs qui se servent de leur savoir. Il faut savoir que début du XVIIe, c'est l'avènement des aires de cour. Donc le fait qu'on est dans une population bourgeoise ou aristocrate, des réunions de ce type-là est tout à fait envisageable. Donc ça correspond à une pratique de divertissement. C'est pour ça que l'appeler réunion musicale est tout à fait crédible. Par contre, l'envisager comme une réunion de fiançailles l'est tout autant. Historiquement, ce n'est pas non plus complètement incongru. Et on voit très bien qu'indépendamment de cela, pour les visiteurs actuels, ils le présentent de manière très cohérente. Donc là, on a un cas où, finalement, un savoir profane vient interroger aussi le savoir expert. Deuxième élément, je vais vous le montrer ici. Il faut savoir que l'exposition sur les frères Le Nain a été rendue possible en partie du fait d'une demande d'historiens de l'art, enfin d'experts américains, du commissaire d'une exposition qui a tourné aux États-Unis, donc au Texas et à San Francisco, et qui a permis en fait au Louvre de se servir de cette possibilité-là également pour faire le point sur
sur l'état des connaissances autour de ces peintres-là. Et il y a quelque chose qui est très présent dans la manière dont les Lenins sont connus. Il est considéré que je vous ai parlé de ces scènes de genre paysanne qui seraient emblématiques de la patte de ces peintres-là. En général, il est admis que vous avez une iconographie religieuse qui est exploitée dans les scènes de genre paysanne. C'est une transposition d'une iconographie religieuse dans une scène de la vie quotidienne. En général, elle est montrée, par exemple, si je reprends cette œuvre, La famille des paysans, par le verre qui est tenu par cette femme, donc le verre à vin, avec du vin dedans, et le pain qui va être rompu par cet homme-ci. Donc ce serait une scène d'Eucharistie, qui représenterait en tout cas, qui renverrait à l'Eucharistie, ou alors, en tout cas, quelque chose qui renverrait à l'époque l'avènement des ordres de charité, avec cette femme qui viendrait visiter en fait les enfants qui auraient été placés dans cette famille d'accueil. Donc une iconographie religieuse qui se rejouerait. Et voilà une autre œuvre clairement religieuse des frères Lenain. On va retrouver des motifs effectivement assez semblables, le pain, le vin. Et c'est notamment sur le lien qui existe entre ces œuvres-ci qui est fondée cette hypothèse, ou en tout cas cette thèse, puisqu'une hypothèse c'est clairement une thèse, de cette résurgence d'une iconographie religieuse dans les scènes de genre paysan. Je vais vous montrer ce que voient dans cette situation muséale particulière des visiteurs du XXIe siècle. Voici un tracé, une représentation de l'organisation majoritaire des tracés face à ces œuvres-ci. Vous voyez que on a un intérêt qui porte sur les personnages centraux, mais très rapidement, on va arriver vers des éléments a priori annexes, mais qui structurent la scène. Et lorsque les visiteurs sont face aux peintures religieuses, ils s'intéressent très peu à la figure de Jésus et aux deux pèlerins. Ils vont s'intéresser, ils voient l'action, ils l'identifient, et très rapidement, ils vont s'intéresser à ce qui se passe autour. Et c'est là que je posais la question à mes collègues historiens de l'art, en leur disant, mais finalement, est-ce qu'il serait possible d'inverser le schéma? À savoir, est-ce que finalement ce ne sont pas des scènes de genre paysannes, des motifs paysans, la manière dont ont été structurées ces œuvres aussi, qui ont une influence sur certaines œuvres religieuses des frères Lenain? Est-ce que finalement on ne pourrait pas inverser le schéma? Parce que le schéma vous paraît naturel, vous, historien de l'art, dans la mesure où il renvoie à une hiérarchie des genres, où vous mettez la peinture d'histoire avant la scène de genre, et historiquement, ça correspond tout à fait à la manière dont les peintres étaient formés. Comme on sait, ils étaient formés par la peinture religieuse et par la peinture historique. Mais on est face au XVIIIe siècle, à l'avènement du marché de l'art, et là je rejoins, en tout cas, c'est un élément qui permet à un des historiens de l'art, un des commissaires d'exposition, d'alimenter une autre hypothèse. C'est le début du marché de l'art au XVIIIe siècle. Ces frères-là ont repéré des motifs et des manières de structurer les œuvres qui fonctionnent, qui les font vendre, qui vont transposer dans différents types de peintures, y compris dans les peintures religieuses. Donc là, on a, si vous voulez, des éléments. En même temps, il faut faire attention aux interprétations. On est lié à des visiteurs du XXIe siècle. En tout cas, on a des éléments qui viennent interroger, là encore, le discours des historiens de l'art, en tout cas qui leur permet d'avancer de nouvelles hypothèses. Donc, cet aspect-là était... On s'en est servi en tout cas, et le commissaire d'exposition Nicolas Milovanovic s'en sert actuellement, avec d'autres éléments, bien entendu, pas uniquement là-dessus, pour émettre cette nouvelle hypothèse. Autre élément très très troublant, lorsque l'on fait une mise en correspondance entre les tracés mis en avant par les femmes et les tracés mis en avant par les hommes, là, il faut faire très attention à ce qu'on raconte à ce moment-là, mais statistiquement, on a une différence énorme.
Alors, vous avez une mise en correspondance, une analyse factorielle de correspondance statistique qui vous donne des résultats hallucinants. Il faut faire attention. Il faut comprendre que, avant de s'intéresser uniquement aux résultats de la mise en correspondance, il faut comprendre comment est structurée votre population. Il se trouve qu'au musée, parmi les personnes âgées, vous avez avant tout des femmes qui visitent entre elles. Et parmi les jeunes, vous avez beaucoup de scolaires avec des garçons qui se mettent ensemble et des filles qui se mettent ensemble. Et si on s'intéresse à cette configuration sociale, c'est à ce niveau-là qu'on voit que la différence joue. C'est-à-dire que cette différence, a priori genrée, mise en avant dans ces résultats-là, ne court pas si on a des hommes et des femmes ensemble, elles sont marquées si on a des femmes qui visitent ensemble ou si on a des filles et des garçons qui sont séparés. Et là, on obtient un résultat où on a vraiment une lecture que je qualifierais plus d'empathique chez les femmes, qui se focalise sur l'expression des personnages centraux qu'on va retrouver dans les différentes œuvres. Ce type de... Alors que chez les hommes qui visitent qu'entre eux, on a une exploration qui très rapidement passe à des éléments secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire après? Je vais faire attention à ce qu'on peut en dire. En tout cas, ça pose... Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, là, on a peut-être des éléments qui permettent de souligner que la configuration sociale de la visite, donc avec qui je visite, est essentielle pour comprendre comment je me projette dans cette visite et le type d'interprétation, forcément, je suis amené ensuite à effectuer, à déployer face à ces œuvres-là. Je vais vous le montrer avec une autre rapidement. Ça, c'est très récent, donc je n'ai pas encore eu le temps d'effectuer tout le travail nécessaire, puisque c'était il y a 10 jours, au Palais du Belvédère, et donc on était face à différentes œuvres, dont celle-ci, que vous connaissez peut-être. En français, on intitule Les mères monstrueuses, de Segantini. Et alors, il faut comprendre que vous avez une représentation de la maternité ici. Vous avez une femme qui est donc enracinée dans le sol à travers donc, le fait qu'elle fasse corps avec l'arbre, et puis elle a ici un enfant qui cherche à lui téter le sein. Vous voyez que la scène en fait se rejoue derrière, vous avez à chaque fois le même motif qui se rejoue, mais avec des postures un peu différentes de ces mères et des positions des enfants qui sont toujours un peu délaissés, même pas un peu, mais là il est carrément... La racine l'entraîne au sol. Donc c'est une œuvre qui est extrêmement forte. Et je vais simplement vous montrer. Voilà. Par exemple, a priori, on a deux types de tracés qui sont identiques. Ici et ici. Vous voyez que on pourrait se dire, tiens, ce sont des personnes qui mettent en avant la même chose. Et en fait, dans un cas, nous avons une jeune fille, ici, et puis là, nous avons sa mère. Et la jeune fille, alors je vais vous montrer comme ça. Elle met en avant la femme, puis elle met en avant de manière très descriptive des éléments plastiques, le contraste. Le contraste, elle va le chercher ensuite en cherchant un pendant à gauche. Puis là, elle s'interroge. Tiens, finalement, je vois une autre masse ici, mais je ne comprends pas trop ce que c'est. Et puis elle revient sur l'élément central en mettant en avant le nourrisson qu'elle a reconnu. Mais c'est très descriptif. Alors que la mère, elle est dans la mise en récit. On nous présente la mère, donc l'arbre, la mère. Oups,
les autres états de la mer. Et puis elle termine par est-ce que c'était l'origine ou est-ce que c'est la fin du récit qui est représentée à droite à l'arrière. Vous voyez que là on a à la fois une personne qui est davantage dans une narration, elle essaye de construire une narration à travers son tracé, et c'est la manière dont elle visite l'exposition avec sa fille, parce que je les ai suivis, et elle est vraiment dans la mise en récit. Alors que la jeune fille, à chaque fois, voilà, qu'est-ce que je vois? J'essaie d'identifier les éléments, de les reconnaître, chercher une indexicalité, et puis de temps en temps, je m'intéresse à des éléments plastiques plus particuliers. Donc, voilà. Ça c'était simplement pour revenir sur un élément qui est le tracé en seul ne suffit pas. On a besoin vraiment de... Et puis je vais vous montrer, donner un dernier exemple, où il s'avère qu'on est parti d'études sur la réception des œuvres, et au fur et à mesure du déploiement de ces recherches, une demande muséale s'est faite jour, vraiment. C'est-à-dire que les services de médiation m'ont demandé d'intervenir de manière à prévoir des ateliers, en gros. C'est de voir dans quelle mesure on pouvait utiliser également le dispositif pour permettre aux visiteurs de développer un rapport à l'œuvre qui puisse être peut-être un peu différent, en tout cas. Et ça donnait notamment, ici au musée d'Orsay, c'était un parcours éducatif. Alors, c'est un programme où les élèves étaient sensibilisés à l'exploitation de la couleur, les différents types d'exploitation de la couleur, les différents, pas simplement stylistiques, mais la manière dont les différents peintres, donc le musée d'Orsay, à partir de la mi-19e jusqu'au début du XXe, exploitent la couleur, donc des peintres réalistes, impressionnistes, post-impressionnistes, orphistes. Là, par exemple, on est face à une œuvre de Maurice Denis, qui est un peintre nabi, où ce qui est exploité avant tout, c'est les aplats de couleurs. Une œuvre qui s'intitule Tache de soleil sur la terrasse. Et je vais vous montrer ce que mettent en avant des élèves. Ce sont des élèves de CM2, ce sont deux classes de CM2. À chaque fois, vous avez deux groupes. Voici à gauche ce que mettent en avant les élèves qui visitent et découvrent les œuvres sans médiation. Et à droite, vous avez ce que mettent en avant les élèves qui découvrent la visite avec médiation, c'est-à-dire avec un guide, une conférencière. Vous voyez que les élèves à droite mettent en avant une forme qui pourrait être un personnage, qui deviendrait l'élément central, et puis la signature de l'artiste. Alors que les enfants qui n'ont pas commencé par bénéficier du propos de la conférencière, voici ce qu'ils nous présentent. Ils se focalisent davantage sur les aplats de couleurs et ils identifient également une forme centrale, mais baignée, en tout cas, qui s'insère dans ces différents aplats-là. Et lorsque je leur demandais ensuite de me parler de ces annotations-là, en fait, voici ce qui ressortait. C'est-à-dire qu'ils étaient face à une œuvre, ce qui est plus l'œuvre est abstraite, plus on fait appel à un registre iconique que nous maîtrisons. Et là, en l'occurrence, pour eux, ils ont un personnage central, j'essaie de le montrer comme ça. Une forme qui est un personnage central, pris dans de la lave, au sein d'une grotte, et qui cherche à s'en extraire. Et ils sont tout à fait dans un registre, ils sont dans l'iconographie de World of Warcraft, Minecraft, là. Ils sont complètement dans du jeu vidéo. Et ils utilisaient ce registre-là. Et ils l'exprimaient ensuite. Ça, bien entendu, ce qui est intéressant là, c'est d'intégrer ces éléments au sein d'une visite, de manière à partir également des éléments, des registres qui sont exploités par les visiteurs, pour ensuite leur présenter
le discours muséal, leur montrer que voilà, c'est peut-être complémentaire, en tout cas, en tout cas prendre en considération ces premiers éléments-là dans la visite. Parce que au musée d'Orsay, je peux vous assurer que faire une référence à Minecraft, c'était pas du tout envisageable. Donc voilà, je fais juste un petit résumé assez basique, des éléments, enfin, j'essaie, en tout cas, sur des aspects sur lesquels nous travaillons, je travaille, c'est de mettre ça en avant. Maintenant se pose bien entendu la question de... Ça, je vous laisserai poser ces questions. Je ne vais pas d'emblée effectuer toutes les critiques, mais que je perçois moi. Mais les éléments qui me permettent d'avancer, en tout cas... alors ce qui ressort le plus, c'est vraiment l'importance de la configuration sociale de la visite, dans la manière dont j'arrive à interroger ces données, avec qui on se projette dans la visite, et face aux œuvres. Dans la mesure, et voilà, que ces œuvres-là, elles permettent justement, ou pas, en général, elles permettent de valoriser cette projection. Et puis le dernier point, c'est que voilà, on a aussi tout je pense, un intérêt, un enjeu, qui est d'identifier des regards qui ne sont pas forcément pris en considération et qui par moments peuvent être complémentaires sans pour autant s'opposer, sans pour autant remettre en cause le savoir expert, mais en tout cas qui peuvent également lui servir. C'est ce que j'espère avoir été en mesure de montrer, en tout cas de sensibiliser à travers cette présentation. J'ai l'habitude de présenter à la fin, puisque ça nous laissera un peu de temps aussi pour échanger. Voilà, moi, alors c'est en anglais parce que c'est quelque chose que je réutilise très très souvent. C'est un générique de fin, puisqu'en général, il n'y a qu'une seule personne qui parle, ce qui est le cas ici. Mais voilà, j'ai dû bénéficier, et c'était nécessaire, et je en suis extrêmement reconnaissant, de l'apport de plusieurs personnes qui ont rendu possible ce travail, parce qu'il faut disposer d'un certain nombre de compétences qu'on ne dispose pas individuellement. Donc voilà, vous avez donc des informaticiens, des personnes qui étaient présentes sur le terrain au quotidien, des personnes ensuite qui m'ont aidé à effectuer les traitements, sachant que je ne suis pas spécialiste en apprentissage et en machine learning, donc il fallait aussi que je puisse communiquer avec des gens qui soient en mesure d'effectuer ces traitements-là, sachant que du coup ça a permis également d'avancer. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de manières de faire, même parmi les personnes qui développent ces algorithmes-là, qu'ils n'interrogeaient plus. Et voilà, ça... Donc le fait de leur demander par exemple de faire systématiquement une comparaison apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, les différents types d'algorithmes, c'est des fois des choses qui ne se font plus, on passe directement au dernier algorithme qui fonctionne, qu'on estime faire fonctionner. Et puis des personnes qui voilà, étaient là dès le départ. Très bien. Et puis voilà, ça c'est juste pour... j'essaie de mettre à jour, il faudrait que je sois un peu mieux que ça, mais c'est déjà poursuivre un peu l'avancée de ces travaux. Je vous remercie de votre attention, je vais m'arrêter là, puis j'attends avec impatience vos questions, vos remarques, vos critiques. Merci. Merci. Ici pour prendre vos questions. Qui désire se lancer pour des commentaires, des demandes d'approfondissement. Cédric. Oui, enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est une chose à laquelle j'ai pensé. Vu que vous avez basé, en tout cas, ce projet-là sur le regard, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très important, et que vous avez travaillé dans les musées. Est-ce que vous avez déjà pensé aussi, on va dire dans la même idée, de penser au déplacement dans les musées, par exemple, donc au parcours des différents
visiteurs. Donc simplement, par exemple, je sais pas, en leur plaçant une petite balise, enfin, je pense directement à ça, mais sans que ce soit trop invasif. Mais je voulais juste vous demander si vous y avez déjà pensé ou si d'autres gens ont déjà pensé à ça et quel genre de résultats, vu que c'est des résultats assez intéressants et étonnants, est-ce que c'est aussi le cas? Dans les études de réception des publics, la question du parcours est très importante. Donc là, on dit que dans un cadre particulier, c'est-à-dire que pour des raisons techniques, ça a un peu évolué maintenant, mais on n'était pas en mesure de... On devait suivre les gens. Et donc, en fait, on ne les arrêtait pas dans leur parcours, on attendait qu'ils arrivent face aux œuvres. Mais on n'était pas en mesure de les suivre et voilà, donc ça demandait un autre dispositif. Mais vous avez effectivement des techniques avec des capteurs, vous avez également des techniques très intéressantes qui sont développées, je pense à un outil qui est développé par une équipe finlandaise, avec notamment une chercheuse qui s'appelle Dimitra Constantinou, qui ont développé, ils ont développé un outil où ils demandent aux personnes de visualiser leur parcours, c'est-à-dire qu'ils restent dans la salle, ils observent les gens, donc c'est très qualitatif, hein. Donc, ils observent les déplacements, et ensuite ils leur demandent de revisualiser ce qu'ils ont marqué et de commenter. Ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Mais non, pour répondre à votre question, on n'a pas suivi les parcours, mais ce serait forcément... Ça répondrait encore davantage à une situation dite naturelle de visite. Oui, parce que ça peut effectivement véritablement montrer ce qui attire, hein, les choix, la sélection. D'autres questions, Alvaro? Merci. Merci de cette conférence. J'ai trouvé le dispositif fascinant et tout ce qui relève de la réception des œuvres d'art m'interpelle énormément. J'ai 3 questions. Je vais essayer de les formuler de manière compréhensible. D'abord, si j'entends bien, ce dispositif permet d'identifier une perception qui est consciente, mais qui n'est pas verbalisée. Elle est représentée sous la forme d'un dessin. Vous l'avez dit au début, c'est la perception du visuel par le visuel. Alors cette perception qui est enregistrée est dépourvue de gestes herméneutiques, pour ainsi dire. Donc il n'y a pas d'interprétation proprement dite, à proprement parler. Quel est là alors l'apport du visuel vis-à-vis du verbal? Je me disais aussi en parallèle que tout le côté affectif est difficilement vérifiable dans ce genre de représentation. Ensuite, à plusieurs reprises, je me suis demandé si vous aviez dialogué avec la psychologie de la Gestalt. Genre, dans ce tableau où il y avait le vin et le pain, moi-même j'étais surpris de ne pas avoir identifié immédiatement le symbolisme eucharistique. Et puis je me suis dit, quand même, ils étaient éloignés l'un de l'autre. Et on sait depuis les psychologues de la Gestalt que plus les éléments sont proches, plus on les identifie comme une unité. Bon, bien sûr, un verre de vin et un pain qui sont sur une même table l'un à côté de l'autre renvoie immédiatement à un imaginaire eucharistique, tandis que... Oui, désolé. Sinon, je mets ça. Non, c'est juste que... Voilà, et troisièmement, et je termine. Troisièmement, je me demande à quel point la tâche proposée n'influence-t-elle pas la réponse ou le regard. Donc vous dites, voilà, vous avez une tablette dessinée sur le tableau et du coup, ce que l'on dessine n'est plus, je crois, ne relève pas d'une perception spontanée. Donc, mais peut-être que ça a un rapport avec la première question.
je m'y perds un peu, mais en tout cas, je l'ai trouvé fascinant et très suggestif. Merci. Alors, pour revenir, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Il faut voir que vous avez une représentation ici des œuvres qui ne correspond en rien à la taille réelle des œuvres. Donc, si vous étiez face à famille de paysans ou à repas de paysans, la proximité entre les deux motifs vous paraîtrait beaucoup plus importante que lorsque vous le voyez ici. Ça, c'est certain. C'est juste pour répondre rapidement sur ce point-là. Concernant le deuxième aspect, si vous voulez, si je reprends par exemple le cas de cette scène de noces, la scène de noces, qui est identifiée comme une scène de noces. La question qui se pose, c'est est-ce que les gens qui mettent en avant cette scène de noces l'ont entièrement mise en récit avant de la noter, ou est-ce que c'est le fait de la noter qui fait que, renvoie à quelque chose, un état dans lequel ils sont et qui les oriente vers cette scène de noces. J'ai plutôt tendance à dire que c'est la deuxième, mais fondamentalement, je ne peux pas l'assurer. Donc la seule chose sur laquelle j'essaie de m'appuyer, ça va être les temps de réaction.